Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis, mais je ne suis pas surpris qu'on ait une telle affluence compte tenu de la qualité de notre invité et intervenant. Alors, je ne sais pas si le MEDEF est un monde de prédateurs. Je prends un témoin, un certain nombre d'entre vous. Je ne sais pas si c'est très flatteur de dire que nous serions des prédateurs. En tout cas, Giuliano D'Ampoli va nous expliquer tout ça, à défaut d'être nous-mêmes des prédateurs. Et nous ne le sommes pas. Pour tout vous dire, je sors d'une audition dans le cadre d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale où on m'a clairement signifié que nous étions des prédateurs. Alors je me suis inscrit en faux. Ça ne m'empêche pas de penser, ça nous rapproche du sujet et de notre invité qu'effectivement c'est vrai dans la sphère politique, c'est vrai dans la sphère diplomatique, c'est vrai dans la sphère militaire, mais ça l'est également dans la sphère économique, qui est notre cœur de sujet et de légitimité, ça va sans dire. On voit émerger un certain nombre de prédateurs, pour certains extrêmement puissants, qui ont des pratiques qui sont assez décalées par rapport à nos usages, mais par rapport à nos habitudes et surtout par rapport à nos règles, et qui évidemment nous interpellent. Ça n'est pas moi que vous êtes venu écouter, mais je voudrais dire qu'en particulier, on est évidemment dans cette maison à la fois très positif sur le sujet de l'intelligence artificielle. Ça nous a valu d'organiser d'ailleurs récemment un tour de France de l'intelligence artificielle pour amener nos 200 000 adhérents, en tout cas ceux qui se sont livrés à cet exercice dans le cadre du Tour de France de l'intelligence artificielle, les amener à mieux comprendre ce que c'est et autant que possible implémenter cette intelligence artificielle dans leurs activités, quelle que soit la taille, le secteur d'activité de leur entreprise. Mais on est tout aussi conscient, et l'actualité nous le rappelle si besoin, on est tout aussi conscient que si cette intelligence artificielle n'est pas maîtrisée, si elle est entre les mains d'acteurs prédateurs, ça peut avoir de manière dangereuse à certains égards, peut-être même mortelle, des conséquences, y compris sur l'activité économique. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt et beaucoup d'impatience que nous allons vous entendre. Je vous cède la parole. Merci encore infiniment d'être là. Merci beaucoup. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir, Giuliano D'Ampoli. On a eu François Hollande, Denis Oliven, et donc pour ce troisième soir au MEDEF, on vous reçoit. Je vous présente rapidement. On vous présente comme écrivain, ça c'est sûr. On vous présente comme conseiller politique. Vous l'êtes toujours? Non, vous n'êtes plus conseiller politique. Vous êtes président d'un think tank qui s'appelle Volta, qui est basé à Milan, et vous êtes enseignant à Sciences Po. Ce qui est très important, c'est que vous avez écrit 3 ouvrages. Alors je vais les montrer parce que je conseille aux personnes de la salle qui par hasard ne les auraient pas lus de les lire. Premier ouvrage sur les ingénieurs du chaos, que vous allez trouver à la sortie de la salle, qui est un livre sur les spin docteurs nationaux populistes, traduit en 12 langues. Deuxième livre, Le mage du Kremlin, qui est une fiction, mais qui est une fiction inspirée d'un des inspirateurs du poutinisme, si on peut dire ça, qui s'appelle Surkov, on y reviendra, qui est un livre extraordinaire. Je crois qu'il a été vendu à 700 000 exemplaires, peut-être plus. Et donc on est là pour parler de ce troisième essai, L'heure des prédateurs. Alors on a de la chance parce que le livre ne sort que demain, je pense, et Giuliano pourra vous le dédicacer à l'issue de cette conversation ce soir, donc en avant-première. Et il faut s'accrocher parce que c'est un livre fascinant, mais c'est un livre, de mon point de vue, assez noir. Je cite la phrase qui a peut-être inspiré le titre: « Aujourd'hui, l'heure des prédateurs a sonné et partout, les choses évoluent de telle façon que tout ce qui doit être réglé le sera par le feu et par l'épée. » Alors, pour commencer, Giuliano, ces prédateurs, c'est qui? Quelles sont leurs caractéristiques? Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation. Je vous rassure tout de suite, hein, ce n'est pas à vous que je pensais en intitulant mon livre L'heure des prédateurs, ni en général à la catégorie des entrepreneurs.
bien qu'il y en ait quelques-uns quand même dans le livre. Et donc, qui sont ces prédateurs? Écoutez, ils sont disons de deux races. Hein. La première race qui est la plus visible, ce sont au fond ces personnages qui sont dans l'actualité de tous les jours, hein, à partir du président des États-Unis, mais il y a beaucoup d'autres personnages. Et j'en raconte, voilà, il y en a quelques-uns dans le livre. J'ai eu l'occasion parce que c'est un livre qui est beaucoup basé sur des scènes, sur des rencontres, sur des situations, sur une mise en scène plus que sur des théories. Donc il y a MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite, il y a Naïb Boukele, le président du Salvador. Bon, c'est une galerie, disons, assez articulée de personnages. Ce qu'ils ont en commun, c'est que vous ne les comprenez pas si vous lisez les livres politiques des dernières 30 ou 40 années. Vous ne comprenez pas ces personnages, alors qu'il suffit de reprendre en main les grands classiques romains, par exemple, Spétone, Tacite, même des satires, Juvénal, Pétrone, et là, vous retrouvez ces prédateurs. Et parce que ce sont des personnages qui évoluent dans un monde sans règles et sans légitimité. L'autre, pour moi, l'exemple, c'est pour ça que je les appelle aussi des Borgiens dans le livre, c'est Cesare Borgia, qui est le modèle du prince de Machiavel. Eh bien, il évolue dans un monde qui est l'Italie au début du XVIe siècle, qui est balayé par l'irruption d'une nouvelle technologie guerrière, hein, qui vient de France d'ailleurs. C'est l'artillerie lourde, qui redonne l'avantage à l'agresseur. Donc, c'est une technologie qui balaye les forteresses des petites républiques italiennes, qui résistaient avant aux assauts de l'artillerie, mais qui ne résistent plus aux assauts de l'artillerie lourde qui vient de France au début du XVIe siècle. Et donc, toutes ces petites républiques, avec leur légitimité, leur civilité, ce sont quand même les berceaux de la Renaissance, elles sont balayées par par une vague de violence, et qui va déferler d'ailleurs sur l'Italie longuement, et qui va voir donc émerger ces personnages machiavéliens, hein, les prédateurs, les Borgiens, qui se meuvent dans un monde sans règles, hein, sans légitimité, où la primauté est celle de l'action, et si possible de l'action surprenante, et on pourra y revenir. Et je pense qu'on rebalance aujourd'hui dans un monde de ce type, simplement parce que nous sommes à nouveau face à une révolution technologique qui est surtout celle du numérique, qui redonne la primauté à l'agresseur. Aujourd'hui, si vous voulez attaquer, faire une cyberattaque ou simplement une campagne de désinformation ou ce que vous voulez, ça ne vous coûte rien. Et la défense, par contre, est très, très difficile par rapport à ça. Alors, on va revenir sur parce qu'il y a une deuxième catégorie de prédateurs. Donc, c'est là que la deuxième catégorie entre en jeu. Mais je vous coupe avant parce qu'il y a un élément important. Pour vous, les Trump, les Bukele, les Milei, les MBS, on n'est pas juste dans une petite séquence. C'est-à-dire qu'on a refermé une parenthèse et ce retour de la violence, il est là pour pas mal de temps. Ah oui, mais je pense que ça, franchement, on pouvait naïvement imaginer, par exemple, ce que certains ont imaginé quand s'est refermée la première parenthèse Trump, non ? On a dit, bon, d'accord, c'était un incident de parcours. On a bien vu que c'est la façon dont les démocrates américains, d'ailleurs, ont affronté la chose, et pas que. Et on pouvait se dire ça. Je pense que c'était une erreur déjà à cette époque. Mais bon... Et aujourd'hui, je pense que ce qui devient visible, c'est qu'on est passé d'un régime où le chaos était simplement l'instrument des insurgés, donc des outsiders, de ceux qui contestaient l'ordre existant. On est passé au stade supérieur, qui est celui du chaos hégémonique, si vous voulez, où le chaos devient le sceau du pouvoir, hein, l'instrument à travers lequel vous imposez un nouvel ordre.
Et donc, je pense la situation va sûrement encore subir des évolutions, mais il me semble difficile qu'il puisse y avoir un retour au passé. C'est ça, donc pour résumer un peu, les ingénieurs du chaos décrivaient un peu l'utilisation du chaos avec les nouvelles technologies pour des outsiders. Et là, on a franchi une étape. Ce que vous nous dites, c'est que là, le chaos, c'est le saut des dominants. Enfin, voilà. Oui, parce que, et là on en vient à la deuxième catégorie qui sont de prédateurs, qui sont pour moi les conquistadors de la tech. Alors je fais cet exemple parce que je me mets un peu dans la position en écrivant le livre d'un scribe aztèque qui aurait été présent à la cour de l'empereur aztèque au moment du débarquement des conquistadors espagnols. Et ce qui s'est passé à ce moment, c'est que vous savez, l'empereur Moctezuma, il avait une capitale de 200 000 habitants, l'État le plus structuré des Amériques. Quand les premiers Espagnols sont arrivés là-bas, il aurait pu exterminer les 250 hommes qui ont débarqué avec Cortés. Sauf que ces hommes avaient d'étranges bâtons d'où sortait la foudre et le tonnerre. Ils montaient de grosses bêtes qui semblaient être comme des cerfs, mais apprivoisées, qui les portaient où ils voulaient. Ils avaient une sorte ils étaient revêtus d'une sorte de gaine, comme ça, qui les protégeait des flèches. Et donc l'empereur Moctezuma, il ne sait pas très bien comment approcher la chose. Il n'a pas envie que ces personnages viennent à lui. Hein. Il leur dit « ne venez pas vers ma capitale », mais il leur envoie des dons. Parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être des dieux. Ce n'est pas tout à fait sûr que ce soit des humains. Et ça, c'est la classe politique face à la tech. Hein. Les gens de la tech, ils débarquent, mais il y a 25, 30 ans, ils ont des trucs, des sweaters à capuche. Ils n'ont pas l'air de grand-chose. On comprend pas, mais en même temps, on sent quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant. Là, il y a une petite saveur de futur. Là, il y a quelque chose que les classes dirigeantes, ou du moins que les classes politiques ne comprennent pas. Non. Donc ils leur font un peu peur, mais en même temps, ils savent pas exactement comment entrer en relation avec ces gens-là. Et donc, ce qui se passe, c'est la scène à laquelle j'ai assisté un nombre infini de fois en tant que conseiller politique. Encore très récemment, le président, le Premier ministre, le ministre de l'économie, dans n'importe quel pays, hein, je ne parle pas spécifiquement de la France, voilà, il reçoit ces sortes d'extraterrestres, il est dans une posture de soumission culturel parce qu'il voit bien qu'il est dépassé, il aurait envie de profiter un tout petit peu de cette aura comme ça technologique et tout, et donc il reçoit le personnage qui est très embêté d'ailleurs parce qu'il faut qu'il se passe encore du temps avec un chef tribal arriéré, donc ça l'embête beaucoup. Hein. En général, il n'a pas le temps, il a pas envie, mais il doit quand même le faire. Et donc, il passe la réunion, le politique qui comprend pas du tout le supplie d'installer quelque chose chez lui, un centre de recherche, quelque chose sur l'IA, quelque chose qui lui donnerait... Puis en réalité, évidemment, le type de la tech ne promet rien. Le politique se contente d'un selfie à la sortie et tout le monde est content. Et donc, voilà, ces extraterrestres-là, on les a vus monter en puissance depuis les débuts comme ça un peu exotiques des années 90 et jusqu'à en jouant un rôle de plus en plus important dans notre vie, non seulement politique, mais sociale, dans la vie de chacun d'entre nous. Enfin, nous vivons de plus en plus dans une dimension qui est gouvernée par eux. Et aujourd'hui, on en arrive au moment où la nature politique de ce dessin devient explicite. On va en reparler parce que vous les épargnez pas. Oui, vous les épargnez pas dans le livre. Hein. Oui.
Non, pardon, pour ceux nombreux d'entre nous qui se passionnent pour l'histoire, c'est très intéressant ces comparaisons. Moi, je risque deux, trois exemples. Ça parlera probablement à certains provinciaux en particulier. Vous avez en France 2 forteresses qui ont été construites finalement à quelques années d'intervalle. La forteresse de Bonaguil en Dordogne, avec un donjon, un vrai donjon en forme d'étrave, au moment où l'artillerie apparaissait. Donc cette forteresse n'a jamais servi. Et à l'autre extrémité, du côté de Perpignan, le château de Sals, qui lui a été construit pour résister à l'artillerie, qui est un château enterré qui préfigurait les fortifications de Vauban. Donc on voit que l'histoire repasse les plats. Ou quand on se remémore le récit d'Azincourt, les archers anglais ont mis minable la chevalerie française, qui était encore sur des schémas de bataille, des modes de combat qui étaient en fait arriérés et qui avaient un référentiel de la noblesse, qui n'imaginait pas que des manants puissent les mettre en danger. Donc l'histoire repasse les plats d'une certaine manière, à part que c'est pas à la même échelle. C'est pas à la même échelle. Et je finis juste en disant, mais c'est une question. Finalement, il y a beaucoup de ces technologies qui sont d'inspiration étatique, et notamment l'armée américaine. Donc on peut se demander si finalement les puissances étatiques n'ont pas été dépassées par leurs créatures. Alors, Giuliano, il faut expliquer que vraiment les codes ont complètement changé. Il y a 2 armes pour les prédateurs. Il y en a une dont vous avez parlé, le chaos. C'est très important de créer le chaos. Vous nous expliquez que le chaos, c'est un moyen d'affirmer son pouvoir, parce que quand tout le monde se bat avec tout le monde, finalement, seul prévaut le rapport de force. Vous allez peut-être en parler. Et puis, il y a une autre chose très importante, c'est la primauté de l'action, et même plus que l'action irréfléchie. Alors, expliquez-nous. Ben oui, disons, vous savez, l'action prévue, elle a une force, l'action prévue par les règles, par les codes ou simplement par les attentes, elle a un pouvoir limité. Le véritable acte de pouvoir, c'est un acte de pouvoir qui brise les codes. L'action prévue, c'est celle des technos. Je cite d'ailleurs un vieux duc de Saxe qui disait qu'on priait de réfléchir et de considérer avant de prendre sa décision. Et lui, il répond, c'est dans Goethe, il répond mais je ne veux ni réfléchir ni considérer, sinon pourquoi serais-je duc de Saxe ? Et donc là, vous avez véritablement l'acte de pouvoir qui est celui aussi qui produit le miracle. Le miracle politique est quelque chose de très important, c'est-à-dire dans un climat d'empêchement. Il faut bien voir quand même que le politique est un régime qui, depuis des années, insupporte une partie des électorats. Et je suis sûr qu'il y en a d'ailleurs beaucoup parmi vous, parce que ça insupporte les entrepreneurs, beaucoup, du moins en Italie, mais je pense partout, la paralyse de la décision, l'impossibilité de prendre des décisions, le carcan de toutes sortes de constrictions qui font que le politique n'est pas en mesure d'agir vite. Donc, dans un contexte de ce type, l'action surprenante du prédateur qui fait fi des formes, qui fait fi des règles, qui d'ailleurs, vous savez, la première règle de la révolte pour Shakespeare, c'est tuer tous les avocats. C'est la première, c'est la base dans le Henri VI de Shakespeare, la réunion qui se tient entre les rebelles, et donc il y a Dick le boucher qui prononce cette phrase. La première chose, tuer tous les avocats. Et c'est la règle, voilà, on le voit d'ailleurs, c'est la règle des prédateurs qui tous très très rapidement entrent en collision avec les règles, avec les juges, Mais qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de s'affranchir des règles pour intervenir directement dans le monde. Donc, pour produire une action et un effet direct. C'est la définition elle-même du miracle. Le miracle, c'est, en théologie, Dieu qui s'affranchit du fonctionnement normal du monde pour imposer sa volonté singulière sur une situation particulière.
Ça, c'est le miracle politique. En Russie, on appelle ça le contrôle manuel. Poutine, quand le système ne fonctionne pas comme il voudrait, c'est un système très bureaucratique, hérité évidemment de l'Union soviétique encore, très formaliste, même dans toute sa corruption. C'est un système très, très, très formaliste, mais il se réserve la possibilité du contrôle manuel. Donc, voilà, quand ça ne va pas, pour rétablir une forme de justice ou d'un principe, disons, à ses yeux ou aux yeux de son public, il intervient directement. Et c'est ça qui devient possible aujourd'hui avec les prédateurs, qui leur donne énormément de force. Je fais quelques exemples dont je pourrais vous parler. Le cas du Salvador, même s'il a l'air petit et périphérique, à mon avis, est très, très parlant. Mais c'est une grille de lecture pour ce que fait Trump actuellement, non ? Bien évidemment. Et c'est très puissant parce que vous voyez bien que la dichotomie qui se forme, c'est entre le prédateur qui agit directement sur le problème, qui dit le problème c'est le pouvoir d'achat, le problème c'est l'immigration, le problème c'est la criminalité. Trump parle en campagne électorale d'une journée sans règles. Il dit il faudrait une journée 24 heures où la police fait ce qu'elle veut, sans respect, vous voyez, voilà, de l'état de droit, et vous verriez, dit Trump, si on avait 24 heures sans règles, après, ça irait mieux, parce que les criminels comprendraient comment ça se passe. Et donc là, vous avez un message un tout petit peu problématique en termes de respect de l'état de droit, si vous voulez, de la démocratie elle-même, mais très puissant sur la substance, sur le contenu. Je vous parlerai de Bukele, le président du Salvador, après, parce qu'il est important. Et face à ça, vous avez le Parti des avocats. D'ailleurs, dans le cas des démocrates américains, c'est tout à fait impressionnant. J'ai découvert cette statistique que je ne connaissais pas. Depuis 1980, tous les candidats présidents et vice-présidents aux États-Unis n'ont été que des juristes. Le premier qui n'était pas un juriste, c'était Tim Walz à la dernière élection. Donc en 45 ans, vous n'avez eu que des juristes candidats du Parti démocrate. Et on le voit, disons, dans la plateforme du parti, qui est justement un parti qui défend les droits, d'ailleurs de minorités de toutes sortes, mais oublie donc de parler souvent à la majorité, et qui, face à l'attaque des prédateurs, dit « Ah, mais c'est un danger pour les procédures, la démocratie, l'état de droit, etc. » Ce qui est vrai, d'ailleurs, mais est un argument relativement faible, et on l'a vu dans le cas de Trump, qui avait en plus des procès, évidemment, on connaît tous les procès qu'il avait à sa charge, mais cet argument purement basé sur les règles et le respect des règles a été perdant dans le cas américain. Donc on a parlé de l'action irréfléchie, il y a le chaos, vous en avez un peu parlé, vous avez parlé de Poutine, vous dites dans votre livre, c'est très important pour quelqu'un qui veut installer son empire, même d'exporter le chaos, parce que l'exportation du chaos, c'est une manière de conforter son pouvoir, si je vous résume, et ça sera certainement plus subtil, qui peut expliquer l'Ukraine, le rêve de Grande Russie de Poutine. Oui, alors là, sur ça, je cite en vérité un papier de Vladislav Surkov, qui est le personnage qui a un peu beaucoup inspiré mon roman précédent. Et donc, lui, il est toujours très malin. C'est quelqu'un de brutal, mais d'assez malin. Je vous coupe, il y a son interview dans l'Express d'il y a 15 jours qui est hallucinante. Voilà. On citera un extrait, mais il faut la lire, c'est incroyable. Et je pense que ça vaut la peine de la lire parce qu'elle est d'une brutalité extraordinaire. Et en même temps, ça vaut la peine de la lire parce qu'elle est... et donc, lui dit, d'ailleurs, il l'écrit dans un papier qui n'a pas été traduit, 3 mois avant la tentative d'invasion complète de l'Ukraine,
donc à l'automne 21, et il dit chaque système politique est soumis à un processus d'entropie. Donc, il produit à partir d'un moment un certain niveau de chaos. Et la solution impériale, la solution que les empires ont toujours adoptée face à ça, c'est celle de rejeter le chaos vers les frontières et donc, voilà, à travers un processus d'expansion, d'exporter le chaos. Et je trouve que ça explique assez bien, en effet, la logique impériale de Poutine et peut-être aujourd'hui en partie aussi la nouvelle logique impériale américaine. Oui. On va reparler de la tech, mais vous vouliez parler de Bukele, qui se présente comme le dictateur le plus cool de la Terre. Oui, ironiquement, hein, parce que Bukele, ce qui est intéressant de Bukele, c'est qu'il ne s'agit pas d'un dictateur. Président du Salvador. Donc le président du Salvador est élu dans des conditions qui sont jugées comme démocratiques et acceptables par tous les observateurs internationaux. Il est élu la première fois il y a 4 ans, dans le pays le plus violent du monde, hein, le taux d'homicide le plus élevé de la planète, donc le Salvador. Et ce qu'il fait à partir d'un moment, c'est que il remplace le code pénal par un manuel de tatouage. Puisque les gangsters, donc les membres des gangs qui sont responsables de la violence, de la grande partie de la violence au Salvador, sont tatoués, comme c'est souvent d'ailleurs le cas des gangsters dans plusieurs pays, eh bien, il suspend encore une fois toutes les garanties de l'état de droit et il arrête les gens qui ont des tatouages. Tous les tatoués. Tous les tatoués qui ont des... Avec, voilà, il y a un manuel de ce que signifient les différents tatouages et tout, mais ce sont souvent effectivement disons des codes, des symboles, disons des gangsters. Et donc il arrête 80 000 personnes, hein, avec ce système, dont on peut imaginer que la majorité sont effectivement très probablement des gangsters. Après, il doit y avoir quelques pauvres types qui ont pensé à un moment que c'était cool de se tatouer ou bon. Et il y en a forcément, parce que voilà, si vous procédez de cette manière, forcément vous avez de jeunes rockers un peu attardés qui tombent dans le filet aussi. Et en plus, il met tout ça en scène. Donc, il construit une prison de sécurité maximale. Et puis, il fait ses vidéos qui le rendent extraordinairement populaire sur les réseaux sociaux. Il y a toujours la composante, évidemment, des réseaux sociaux et d'Internet. Il devient le chef d'État le plus suivi du monde sur TikTok parce qu'il met en ligne donc ces vidéos de tous ces personnages à l'air effectivement assez patibulaires, nus ou presque nus, forcés, voilà, dans des conditions terribles, de courir dans les corridors, de s'agenouiller, vraiment dans une posture d'humiliation. Mais ce qui se passe aussi, c'est que le taux de criminalité au Salvador chute et devient donc du plus élevé un des plus bas du monde. C'est le miracle. Plus bas que celui du Canada, hein, en 3 ans. C'est le miracle, exactement. Donc Bukele est réélu de façon triomphale, 84% des votes, suffrage universel au début de l'année dernière. Et moi, je l'ai vu à l'ONU, justement, parce qu'encore une fois, après, je vous raconte beaucoup de choses, mais le livre vraiment essaie de mettre en scène tous ces personnages. Je l'ai vu à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, où il a fait un discours très puissant en disant « On m'accuse d'avoir mis en prison des milliers de gens,
Mais moi, je vous dis que j'en ai libéré des millions. Parce qu'aujourd'hui, les gens au Salvador ont le droit de sortir dans la rue, de sortir la nuit, etc., alors qu'avant, ce n'était pas possible. Et là, on voit encore une fois la puissance quand ça marche. Après, souvent, en réalité, vous avez la violation des règles et pas de résultat. Donc, c'est un peu plus facile de porter un jugement sur ça. Mais quand ça marche, ou du moins provisoirement, comme dans le cas de Bukele, ben on voit bien que cet argument-là du prédateur qui intervient directement et produit son miracle est très puissant. Vous écrivez donc que c'est un peu le symbole de l'action borgienne, la conjonction d'une initiative audacieuse et de moyens expéditifs au service de la production d'une divine surprise. Alors, si on parle ce que vous appelez les conquistadors de la tech, vous êtes très dur avec eux, très, très alarmiste. Non, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas dur avec eux. Vous êtes juste, mais vous êtes très alarmiste sur... Non, je suis dur avec ceux qui auraient dû s'en occuper. Moi, j'ai évidemment, en plus vous parliez là de l'IA, et donc en introduction de tout le sujet, je pense qu'il serait ridicule, et je ne le dis pas parce que je suis parmi des entrepreneurs, mais je pense que c'est la logique même de dire qu'une attitude ludite serait évidemment ridicule. Donc le problème n'est jamais la technologie en soi. Là, je parle évidemment du numérique dans toute son évolution, mais on peut prolonger le discours par rapport à l'IA. Ce serait ridicule d'être contre. Par contre, se poser le sujet de la gouvernance de la tech, de la façon dont c'est gouverné et des mains dans lesquelles se trouvent ces processus, je pense par contre que c'est capital. Et je pense qu'aujourd'hui, la gouvernance de la tech est catastrophique. D'ailleurs, Jake Sullivan, l'ancien principal conseiller des affaires internationales du président Biden, en partant, a fait un entretien désagréable, parce que c'est toujours ridicule, à mon avis, quand vous partez, de mettre en garde par rapport au risque. Vous étiez au pouvoir pendant 4 ans. Hein. Je veux bien que vous nous mettiez en garde, mais... Et là, il a fait un entretien en disant aujourd'hui, aux États-Unis, il y en a quelques-uns en Chine aussi, mais aux États-Unis, nous avons 4-5 projets Manhattan, donc des projets de recherche qui ont la possibilité ou la perspective d'avoir un impact comparable à celui du projet Manhattan, donc l'invention de la bombe atomique, sauf que tous ces projets-là n'ont aucune forme de gouvernance publique, ne se passe d'ailleurs de façon tout à fait opaque, sans aucun contrôle dans des boîtes privées. Et on voit d'ailleurs qui sont les personnes qui ont plus ou moins le contrôle de ces processus-là. Là, je pense qu'il y a un problème. Le problème ne sont donc jamais les conquistadors de la tech. Conquistadors de la tech, c'est des jeunes gens qui débarquent, commencent à faire des choses dans les années 90, et puis, ils sont dans une dynamique d'innovation, d'entrepreneuriat, ils gagnent assez rapidement énormément d'argent, ils ont une perspective, etc. Mais c'est un peu comme les jeunes gens du Seigneur des Mouches. Ils sont dans une île abandonnée, il n'y a pas d'adultes, et donc ils font ce qu'ils ont à faire. Mais ils attendent toujours qu'à un moment, peut-être, les adultes débarquent pour leur mettre des règles ou des limites ou quelque chose. Sauf qu'à un moment, ils se rendent compte que non, il n'y a personne qui va débarquer, il ne va jamais y avoir de limites. Et donc, voilà, après, ça devient ce que c'est aujourd'hui. Donc, on est au prochain stade de l'évolution humaine et chacun est en compétition avec l'autre pour voir qui sera l'architecte du passage au prochain stade, au stade de la post-humanité, de la conquête du système interplanétaire, etc. Bon, le problème, c'est, encore une fois, il est du côté politique, à mon avis. Alors, tout le monde pense à Musk, que ce soir on dit peut-être viré. Je ne sais pas, c'est Politico qui dit que Musk pourrait être écarté. On pense, mais vous parlez de Musk, bien sûr, mais pas tant de Musk. Il faut que vous nous racontiez, parce que ça a commencé avant Musk, avec Eric Schmidt, qui est le patron de Google, et qui était d'ailleurs un démocrate.
Et puis celui qui vous inquiète le plus, c'est peut-être Sam Altman d'OpenAI. Pas nécessairement. Justement, moi, je n'en fais pas une question de personne. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que, voilà, vu qu'il faut en faire une question de personne pour que ce soit efficace d'un point de vue narratif. Ce qui est important, parce que sinon, on ennuie tout le monde, et voilà, et après, vous avez fait votre thèse universitaire même. Et donc, ce qu'on peut dire, parce qu'on a parlé énormément de Elon Musk, mais avant Elon Musk, il y a eu Eric Schmidt. Le rôle d'Eric Schmidt, qui était donc le patron de Google à l'époque, dans la réélection d'Obama en 2012, a été probablement plus important que celui d'Elon Musk dans la réélection de Trump l'année dernière. Sauf qu'on ne l'a pas vu. Bon, vous l'avez probablement vu parce que certains d'entre vous sont probablement dans le secteur. Mais disons, le public n'a rien vu parce que on en était encore à un stade de la prise du pouvoir, disons, de la part des élites de la tech qui était plus limité. Donc, expliquez quand même pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait quand même. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'ailleurs démissionné du poste de PDG de Google pour aider son ami, en vérité plutôt son protégé Jim Messina, qui était le directeur de la campagne de la réélection d'Obama, pour construire la plus imposante banque de données électorale jamais réalisée au monde, qui permettait déjà en 2012 de connaître, même si le vote est a priori secret, le nom, l'adresse et énormément de données sur chacun des 69 millions d'électeurs qui avaient voté Obama en 2008. Hein. Et donc encore une fois, ce n'est pas ce que je ne dois pas vous apprendre ça, mais disons, voilà, déjà à ce moment-là, de faire une campagne électorale très très sophistiquée, extraordinairement ciblée, qui est une victoire véritablement à travers le software plus que la politique, parce que 2008, c'est l'irruption d'Obama sur la scène, c'est un phénomène politique toujours qui a le soutien de la tech évidemment, mais disons très très puissant. 2012, c'est déjà retombé. 2012, il est en difficulté, Obama, pour toute une série de raisons. La sortie de crise ne se fait pas assez vite. La base de Guantanamo n'a pas été fermée. Beaucoup des promesses n'ont pas été tenues. Et vu qu'il avait promis une régénération qui ne se produit pas, les arguments d'Obama en 2012 sont beaucoup plus faibles. Donc la partie de la réélection se joue à la marge. Et c'est là que les données, par contre, jouent un rôle capital parce qu'elles permettent, surtout aux États-Unis, où évidemment l'élément territorial est très important, de cibler les bonnes personnes dans les bons endroits, donc de ne pas gaspiller des ressources. Ce que font les gens d'Eric Schmidt, c'est qu'ils donnent un score à chacun des électeurs. Donc 0, c'est vous n'allez pas voter pour Obama, 100, c'est vous voterez sûrement pour Obama. Eux, ils ne ciblent que ceux qui sont entre 45 et 55 dans les États qui sont en jeu. Hein. Donc, vous ne perdez pas vos ressources sur tous les autres, mais vous ne ciblez que spécifiquement ceux dont vous avez besoin dans les endroits où vous en avez besoin. Bon, après, on va peut-être pas trop s'attarder sur ce sujet-là. C'est une machine très puissante. Ça contribue de façon importante à la réélection d'Obama, sauf que personne n'a rien à dire parce que de toute façon, premièrement, c'est légal. Deuxièmement, Schmidt, vous ne le voyez pas. Hein, personne ne connaît son nom. Il n'est pas comme Musk. Il n'est pas sur la scène. Il est discrètement derrière la scène. Et puis, il est du côté d'un gentil progressiste. Donc, tout le monde est content. Hein. Donc, voilà, il est du bon côté, si vous voulez, hein, au niveau médias, establishment, etc. Donc, il n'y a pas véritablement le problème ne se pose pas. Mais c'est encore un stade d'une montée en puissance de
la classe des entrepreneurs de la tech, qui s'appuie évidemment sur la machine de la tech elle-même, qui est surpuissante, qui aujourd'hui domine l'espace public de façon de plus en plus marquée. Et donc, toute cette progression-là, elle se fait dans la passivité et l'incompréhension des Moctezuma et des Aztèques qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Et on en arrive aujourd'hui au stade qui est celui que nous avons sous les yeux, où la classe des oligarques de la tech a décidé que la vieille classe politique ne lui servait plus à rien. Et ce n'est pas une question de droite et de gauche. C'est une question de... Vous voyez, les anciennes élites économiques, elles gouvernaient très bien avec de gentils libéraux et de gentils sociodémocrates. Ce qu'on peut appeler le pacte de Davos, si vous voulez. C'est-à-dire, vous avez quelque chose où, au fond, bon, après, on se fâche un peu, on a des désaccords, mais on reste dans le cadre de la démocratie libérale. Les gens de la tech n'ont pas du tout cette vision-là, parce que eux ont la vision des prédateurs, c'est-à-dire ils veulent tout casser. Ils ont la même logique des extrêmes politiques. Ils viennent, ce sont des outsiders. Ils basent leur parcours sur briser les codes, aller contre l'establishment, surtout ne pas avoir à faire avec la loi, avec des règles ou quoi que ce soit. Et donc, il y a une convergence parfaitement naturelle avec des politiques, les Trump, les Milei, les Bukele, les MBS n'est pas élu, donc c'est une situation encore différente, mais en tout cas, des gens qui veulent tout casser. Et les vieux Aztèques de la politique, bon, ils sont dépassés. Le modèle européen, parce qu'on voit les déclarations de Zuckerberg, par exemple, mais pas que de lui, le modèle européen, il peut résister aux assauts des conquistadors de la tech américaine? C'est relativement mal parti. Après, ce qu'on peut dire quand même, c'est que ce modèle européen, il les embête beaucoup. Parce qu'on voit bien quand même que c'est le point commun des discours de tous ces Borgiens ou de tous ces prédateurs. C'est-à-dire, au fond, ce qui réunit aujourd'hui plus que peut-être nul autre argument rhétorique, Trump, Poutine, les gens de la tech américaine, c'est presque tous les jours attaquer les institutions européennes et l'Union européenne. Alors, on peut quand même se dire que si ça ne les embêtait pas du tout, ils ne se donneraient pas la peine d'attaquer aussi violemment. Alors, est-ce que ça veut dire que les institutions européennes, telles qu'on les conçoit, y compris, par exemple, les règles qu'on a essayé de mettre par rapport au numérique, etc., est-ce que ça veut dire qu'elles sont équipées et qu'elles peuvent véritablement faire face à cet assaut? Je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que cet assaut, aujourd'hui, c'est l'avantage de l'époque. Tout est explicite. Tout est clair, tout est dit. J.D. Vance, qui n'est plus un politique, c'est un harpé de la tech. C'est simplement quelqu'un, voilà, il n'est plus dans un parcours politique traditionnel. C'est quelqu'un d'ailleurs de plus intéressant qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, vous le regardez, vous vous dites quand même ce type-là, il n'a rien dans la tête. C'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a un discours qui n'est pas inintéressant, mais c'est quand même un représentant de Peter Thiel et des gens d'une certaine partie de la tech. Et lui, il vient à la conférence de la sécurité de Munich, il ne parle pas du tout de sécurité, d'armée, de militaire, ni de rien, il parle de la tech. Et il dit, fondamentalement, il dit ce qu'il a dit après explicitement plusieurs fois, si vous régulez la tech, nous, on sortira de l'OTAN et on enlèvera des bases de Roumanie et d'ailleurs. Et donc, c'est lui-même, si vous voulez,
qui de façon explicite fait le lien entre les différents éléments de la souveraineté qu'on aurait pu, nous, ne pas considérer liés. D'ailleurs, on essaie de ne pas les considérer liés. On fait très attention à être prudent par rapport à ça, alors qu'ils sont bien évidemment liés. On voit de la part de Vance, il y a une volonté, je dirais, d'humiliation de l'Europe. Je ne sais pas si vous reprenez ce mot à votre compte. Est-ce qu'il y a une volonté de puissance de l'Europe pour lancer la contre-offensive? Vous dites, alors je ne sais pas si c'est dans votre livre ou dans une interview, que ce qui manque à l'Europe, c'est un contre-discours face au discours des prédateurs. Écoutez, alors pour l'instant, on est dans l'humiliation, effectivement. L'humiliation, elle était inévitable. Parce que, encore une fois, vous êtes une province de l'Empire romain. Tant que les empereurs sont plus ou moins raisonnables, ils vous envoient des gouverneurs plus ou moins raisonnables, ça va. Et puis à un moment, vous avez, en plus vous êtes citoyens romains, avec leurs droits, etc. Et puis à un moment, ça tombe mal. Vous avez un empereur un peu différent des autres qui émerge. Il envoie peut-être son meilleur copain comme gouverneur de votre province. Et dans ces cas-là, disons, les chroniques que nous avons de cette époque, elles nous disent que c'était assez choquant pour les provinces en question. Bon, si vous n'êtes pas en condition d'assurer, alors le cas de la France est un tout petit peu différent, hein, parce que c'est vrai que vous avez ces éléments comme ça de souveraineté militaire, qui sont un tout petit peu différents par rapport à ceux d'autres pays européens. Vous n'êtes pas dans la condition de l'Italie ou de l'Allemagne qui accepte évidemment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale d'être sous tutelle et protection américaine à 100%. Mais dans son ensemble, il est clair que le projet européen tel qu'on le connaît s'est développé sous protection américaine pendant 70 ans. Et donc notre choc est forcément un choc très profond, et l'humiliation qui était implicite avant, parce qu'il y avait déjà des moments d'humiliation. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais conseiller du Premier ministre italien il y a 10 ans, il y avait des moments où on comprenait qu'on touchait à la limite de quelque chose. Ça arrivait. Ça arrive aux entreprises aussi, d'ailleurs. Si vous êtes entrepreneur, vous connaissez très bien l'application extraterritoriale du droit américain. Bon, c'est pas quelque chose qu'on découvre là avec la gentille lettre de l'autre jour. Non, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis longtemps. Et les entreprises françaises en ont fait l'expérience parmi d'autres. Donc, mais l'humiliation, si vous voulez, elle était circonscrite, les formes étaient là, on était quand même dans un rapport qui pouvait même paraître par moments dialectique. Là, non. Hein. Là, on est simplement dans l'humiliation. C'est une forme d'apocalypse, si vous voulez. Hein. Non pas la fin du monde, mais l'apocalypse, littéralement, c'est la révélation. Hein. C'est la fin d'un monde, c'est la révélation de quelque chose. Bon, on y est. Donc, l'humiliation européenne est inévitable. Encore une fois, l'élément militaire est le plus visible, mais n'est pas le plus important. Je continue à penser que la dimension numérique est bien plus importante. Et notre faiblesse et absence complète de souveraineté de ce point de vue-là est encore plus forte, plus évidente, plus dangereuse, plus humiliante aujourd'hui. Donc l'humiliation, elle est là. Alors la question, c'est de savoir si cette humiliation, elle ouvre le siècle de l'humiliation européenne, hein, comme il y a eu un siècle de l'humiliation chinoise, ou, comme vous dites, si elle réveille quelque chose. Pour l'instant, on voit quelques indices, mais franchement, on voit pas encore grand-chose. Alors là, je vais vous faire commenter justement une phrase du fameux Surkov que j'ai tiré de l'Express sur l'Europe. Et donc il dit « L'Europe doit sortir d'un entre-deux précaire, soit en revenant à l'état antérieur d'une communauté purement économique, soit en faisant un pas décisif vers une fédération souveraine. » Et il ajoute « Pour l'un comme pour l'autre, il faudra de la volonté et une généreuse dose
de ce bon vieil autoritarisme. Est-ce que on a presque envie de dire qu'il a pas tort? C'est comme toujours dans le cas de Surkov, il y a toujours une dose. C'est jamais stupide ce qu'il dit et ce n'est jamais en dehors de la réalité. Après, bon, lui, il tire toujours un peu l'argument de son côté parce que c'est un manipulateur. Hein, donc il faut bien. Il dit d'autres choses de ce genre dans l'entretien qui sont encore plus glaçantes. Mais pas inintéressante aussi, parce que le journaliste lui pose à un moment la question de dire mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée de négociation, que l'Europe ne soit pas invitée à la table des négociations de l'Ukraine, et Surkov dit il n'y a pas d'invitation, c'est pas un dîner de gala, personne n'est invité, les États-Unis n'étaient pas invités non plus, c'est une question, on s'invite. Hein, donc, soit vous vous invitez, soit vous ne recevez pas un carton d'invitation de la part de quelqu'un. Et bon, alors c'est brutal, je ne sais même pas, on pourrait porter des contre-arguments aussi, mais en même temps, c'est une brutalité qui n'est pas complètement inutile pour observer la situation. Dans le cas de la... J'ai oublié, là, je me suis perdu. C'est pas grave, ouais. Je fais une petite parenthèse. Oui. À part Poutine en Europe, il y a des mini-prédateurs ou il y a des prédateurs en devenir où l'Europe est plutôt prémunie. Alors bien sûr, il y a des Orban, il y a tout ça, mais est-ce que l'Europe est plutôt prémunie contre les prédateurs de type Milei, Trump, etc. Vous savez, alors le prédateur devient possible, et c'est pour ça que je pense que nous sommes dans des situations quand même de risque assez considérable. J'ai encore une scène dans mon livre que je vais vous esquisser brièvement. C'est une sorte de précurseur des prédateurs qui était le patron d'une boîte de communication très célèbre qui s'appelle Cambridge Analytica, bon, qui était impliqué dans l'élection, d'abord dans la campagne du Brexit d'abord, et puis dans la campagne pour la première élection de Trump. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est cette scène qui a été racontée par ses collaborateurs où il faisait le pitch de la boîte, qui était donc une boîte de communication politique. Deux éléments intéressants. Un élément intéressant à voir aussi, c'est que cette boîte, à l'origine, elle faisait de la communication politique et de la propagande surtout pour l'armée, et pour les services de renseignement et différentes structures étatiques britanniques et d'autres dans les théâtres de guerre, les théâtres de conflit, certains pays africains, etc. Donc sur des terrains périphériques, si vous voulez. C'est important à savoir. Et donc c'est là qu'ils ont développé leur technique. Et après, ils les ont reporté vers le centre. Mais le pitch d'Alexander Nix, donc le patron de Cambridge Analytica, c'était, il disait, mais écoutez, si vous voulez vendre du coca, et vous allez dans des cinémas, ou dans un théâtre comme celui-ci, vous allez dans une boîte de com normale, ils vont vous dire, on va faire des publicités, on va vous faire, je ne suis pas un expert, hein, donc je ne vais pas utiliser les bons termes, on va vous faire une campagne, ce sera viral ici et là, ou mettez des machines en plus pour vendre, ou etc. Bon, moi, disait Nix, je ne vous propose pas du tout ça, je vous dis une seule chose, si vous voulez vendre du coca dans un cinéma, vous devez élever la température. Vous élevez la température, ça marcherait très bien ici ce soir d'ailleurs. Donc vous élevez la température et les gens ont soif et vous vendez du coca. Ça c'est nous. Non, et ça, bon, Cambridge Analytica a dû fermer pour des raisons légales et judiciaires. Mais c'est la logique même de l'espace public numérique. Hein, c'est la logique de l'espace public numérique, c'est-à-dire
On élève la température parce que de toute façon, en plus, c'est ce qui retient l'attention, c'est ce qui fait gagner de l'argent. Et donc, bon, encore une fois, je pense pas avoir besoin de perdre trop de temps à discuter de ça, non? La logique de l'engagement, donc de pousser, de segmenter et de pousser surtout les messages les plus engageants et donc les plus extrêmes à tous les niveaux. Et donc, on fait monter la température. Et quand la température est suffisamment élevée, eh bien, évidemment, après, ça devient le terrain de culture idéal et chaotique pour les prédateurs. Alors, en Europe, on a plusieurs niveaux de température. On a quelques systèmes encore pour faire baisser la température. On essaye d'activer, et là encore, les tentatives européennes, DSA, de régler un tout petit peu la sphère du numérique, etc. On a des... Mais est-ce qu'on échappera pendant longtemps à cette élévation généralisée de la température? Pour l'instant, ça se présente relativement mal. Alors Giuliano, je profite de cette leçon de marketing. On est face à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de votre analyse pour affronter ce monde de prédateurs? Parce que ce que vous annoncez en fait, hein, là je vous cite, c'est une ère de violence sans limite qui s'ouvre face à nous. Et les défenseurs de la liberté paraissent singulièrement mal préparés à la tâche qui les attend. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des chefs d'entreprise qui sont dans ce monde-là aujourd'hui? Vous avez déjà tout dit. Hein. Donc il faut partir en courant? Non, mais écoutez, après, je pense que vous êtes relativement mieux équipé que d'autres pour faire face à la situation. C'est-à-dire, voilà, l'entrepreneur, quand même, j'imagine que peut-être plus habitué que d'autres catégories professionnelles à faire face à un contexte d'incertitude, hein, d'incertitude qui peut d'ailleurs de temps en temps aussi présenter des opportunités. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui n'est que catastrophique. Alors, ce que vous ne pouvez probablement plus faire, c'est ignorer l'actualité. Alors, je ne sais pas si ça a été possible par le passé, mais je peux imaginer quand même qu'on pouvait, dans une époque où on avait l'illusion ou l'impression de vivre dans un contexte plus calme, se concentrer sur ce qu'on avait à faire sans trop se préoccuper du contexte. Et c'est peut-être une époque à laquelle vous n'auriez pas invité quelqu'un comme moi à discuter et vous seriez trouvé peut-être avec des personnages légèrement plus présentables et contrôlables, hein, qui peut-être seraient restés dans quelque chose de plus codifié. Et là, vous êtes, quelqu'un disait à un moment, je crois que c'était Montalembert, qui disait si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Hein. Et c'est le cas de la géopolitique aujourd'hui. Si vous ne vous occupez pas de géopolitique, bizarrement, la géopolitique finit, et même de façon très directe, cette lettre, encore une fois, je pense qu'elle est un tout petit peu le symbole de ça, elle s'occupe de vous de façon même parfois inattendue. Merci beaucoup. On va prendre des questions dans la salle. Merci beaucoup, Giuliano. Hop. Patrick Martin, peut-être une première question, et puis après on rebondit dans la salle. Est-ce qu'il y a à la surface du globe, est-ce qu'il y a des cultures, par voie de conséquence des pays ou des populations qui sont
mieux à même de résister ou de s'adapter à ce nouveau contexte très exigeant. Le non-dit, alors autant le dire. Est-ce que finalement les pays latins, alors l'Italie par excellence, la France, à la fois un peu réfractaire et contestataire, ça nous pose beaucoup de difficultés, mais face à ce phénomène, c'est peut-être un atout, et puis plus adaptable peut-être que d'autres populations et d'autres pays qui, eux, ont une culture, une histoire et des repères, en définitive, très normés. Hein. Alors peut-être plus du côté de l'Allemagne, et c'est pas du tout un jugement de valeur de mon point de vue. Est-ce que finalement, par comparaison en tout cas, ça peut pas être pour notre profil de pays une protection et peut-être même une opportunité, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée? Oui, vous savez, mais il n'y a pas énormément ce n'est pas toujours un avantage d'être italien, mais ça peut l'être effectivement en période de chaos, parce que c'est vrai que nous sommes un peu la Silicon Valley du chaos. Hein. Donc on est quand même très très avancé en termes de recherche et d'expérience sur ce front-là. Et donc ça fait peut-être un entraînement et il y a peut-être quelque chose aussi dans le caractère italien. En partie, oui, c'est vrai que nous sommes proches. Enfin, il y a quelques éléments, même s'il paraît qu'il y a une question de bonne humeur et mauvaise humeur qui nous sépare. Mais ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Moi, j'ai toujours trouvé ça un cliché qui n'est. Vous connaissez, non? Donc, cette histoire de Français comme Italiens de mauvaise humeur, mais ce n'est pas du tout approprié parce que malheureusement, par contre. Les Italiens sont quand même dans un processus de décadence économique et pas que économique, même démographique, culturel, social, qui se poursuit depuis 30 ans aujourd'hui. Hein. Alors aujourd'hui, en plus, le paradoxe, c'est que nous avons un modèle dont les Italiens sont un peu fiers parce qu'ils se disent bah, tout le monde est dans le chaos et nous on a un gouvernement stable, hein, qui est effectivement une expérience nouvelle pour nous, hein, et donc sans aucune, vous voyez, sans aucune préférence politique, parce que d'ailleurs ce n'est vraiment pas du tout mon bord politique, mais c'est vrai que tous les Italiens sont un peu fiers de ça, hein. Mais ça reste quand même plutôt une forme presque d'acceptation d'une forme de stagnation et de décadence. Donc, je ne sais pas si c'est si réjouissant que ça. Alors, une question, monsieur, si vous avez un micro, ou voilà, le micro arrive. Oui, bonjour, merci. Vous n'avez pas évoqué du tout l'oligarchie technopolitique chinoise. Comment vous la voyez dans ce paysage que vous avez décrit? Écoutez, merci pour cette question. Je pense qu'elle est importante. Et bon, je considère que, évidemment, déjà depuis un certain nombre d'années, le modèle sociopolitique chinois a des éléments quand même de dystopie très très puissante. Et ma théorie, si vous voulez, un tout petit peu transgressive, est que, j'ai écrit ça à un moment, il n'y a pas énormément de différence entre le Parti communiste chinois et Google, parce que en réalité, ils ont la même conception de l'être humain, c'est-à-dire comme quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler au niveau individuel, mais par contre, si vous avez suffisamment de données sur un ensemble humain, suffisamment de données et la capacité de les optimiser, de les utiliser de façon efficace, eh bien, par contre, vous pouvez gouverner des ensembles humains à travers les données de façon efficace.
et évidemment à des fins plutôt de contrôle politique et de pouvoir politique dans le cas chinois, et à des fins plutôt commerciaux, même si aujourd'hui on voit que ça va quand même plus loin dans le cas de Google, avec l'avantage évidemment que Google n'est pas imposé, disons, par... Mais, pardon, ce qui me semble important à dire quand même, c'est qu'il y a quelques années, quand le Parti communiste chinois s'est trouvé face à un choix à faire, parce que la tech se développait de façon extraordinaire, il y avait là aussi, disons, une oligarchie de la tech qui était en train de s'imposer et qui risquait d'échapper au contrôle, en effet, du pouvoir politique. Ils ont décidé, Xi Jinping a décidé de resserrer la vis. D'ailleurs, au risque de ralentir l'innovation, ralentir la croissance, et on sait combien c'est important pour eux, hein, l'innovation et la croissance, même simplement pour que leur modèle soit viable. Mais il a quand même choisi de resserrer pour garder le contrôle politique du processus. Alors, évidemment, il a fait pour préserver les valeurs autocratiques, disons, d'un système non démocratique. Ce qui me semble important, c'est que ça a été possible. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile pour un système démocratique de le faire, hein, beaucoup plus difficile, mais que c'est nécessaire. Alors, pas à la chinoise, bien évidemment, mais le fait d'imposer à la tech et à l'espace public numérique des règles qui soient compatibles, c'est peut-être pas quelque chose de très populaire à dire ici, mais qui soient compatibles avec le fonctionnement d'une démocratie libérale, avec une conversation publique qui soit possible dans la dimension numérique comme elle l'est sur cette estrade, comme elle l'est plus ou moins dans les médias traditionnels, comme elle l'est dans la rue, dans les salles, d'une vieille démocratie comme c'est le cas de la France. Eh bien, cet effort-là, non pas avec des méthodes chinoises et non pas avec des valeurs chinoises, mais je pense qu'il est nécessaire dans nos sociétés aussi. Parce que différentes technologies produisent différents effets selon les sociétés sur lesquelles elles se posent. Même la révolution de l'imprimerie, elle n'a pas eu le même impact, justement, en Europe au XVIe siècle que celle qu'elle a eue en Chine à la même époque et même avant. Ok, on prend une autre question dans la salle. Madame, par là. Levez-vous peut-être et présentez-vous d'ailleurs. Bonjour, Nathalie Bordeaux, École européenne du numérique. Moi, ma question, c'est à force de substituer les technologies aux valeurs et de se demander ce qu'on est capable de faire et pas ce qu'on devrait faire, est-ce que vous ne pensez pas que les politiques à travers le monde ont fini par raisonner comme Peter Baelish dans Game of Thrones et à se dire que le chaos était finalement une échelle ? Réponse pas trop longue, mais, non, la question est costaud. Ah, réponse très courte. Vous êtes plutôt d'accord. Ok, une autre question ? Monsieur ? Ah, madame. Pardon. Madame, très bien, vous avez le micro, allez-y. Je vous en prie, merci. Bonsoir, Giuliano. Avec les mois d'incrédulité que nous vivons, que ce soit sur le plan national ou, comme vous l'avez dit, la géopolitique, vous soulignez beaucoup l'inaction et l'inefficacité de l'action politique, également dans ses réponses, même par la violence. Ne croyez, et vous parlez aussi beaucoup des spin doctors, je suis donc spin docteur, et ne croyez-vous pas que les spin doctors peuvent avoir un rôle déterminant par le courage d'être et de dire, et les qualités pour vous qui seraient importantes, vous les mettez beaucoup en scène dans tous vos ouvrages. Les qualités d'un spin doctor idéal. Alors,
il y en a une première qui est, à mon avis, très négligée aujourd'hui, qui est celle de ne pas apparaître. C'est-à-dire, le spin doctor, pour qu'il soit bon, il faut qu'on ne le voit pas. Dès que vous le voyez, ça veut dire soit qu'il est pas bon, soit qu'il cède au narcissisme. Et ça devient tout de suite problématique, ou très rapidement problématique. C'est d'ailleurs un peu le problème de la politique, ou pas le problème, mais disons un des problèmes de la politique de ces dernières années, où on est toujours en train de faire ouvertement l'analyse de la stratégie de com du spin doctor d'ici ou de là. Dès que vous êtes dans ça, je pense que ça se passe mal. Donc cette forme d'invisibilité, je pense qu'elle est importante. C'est pour ça que moi j'ai arrêté, par exemple. Vous voyez, je suis aujourd'hui visible. Donc quand vous me posez la question de savoir si je conseille quelqu'un, je ne conseille personne. Et après, vous savez, je pense que, mais ça les spin doctors le savent, la vraie question, qui n'est pas qu'une question de communication, c'est de se rendre compte du fait que la bulle, les biais, les manipulations, les effets de filtre, ce n'est pas que les autres. On est tous concernés. Et donc, ce n'est pas simplement ceux qui pensent différemment de vous qui sont manipulés. On vit dans un écosystème où la phrase d'Éric Zemmour, il a un lapsus pendant la campagne, pendant la dernière campagne présidentielle, où il dit je ne vois que ce que je crois. Bon, après, il se ravise et se rend compte que c'est le contraire de ce qu'il voulait dire ou qu'il avait. Mais ce n'est pas que son problème, c'est le problème que nous avons tous. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus simplement droit à nos opinions, mais nous avons d'une certaine façon, chacun d'entre nous a de plus en plus droit à ses propres faits. Parce qu'on vit de plus en plus dans des écosystèmes d'informations qui font, et c'est pour ça que le discours des fake news est un discours, à mon avis, très limité. On dit, les fake news, et après on accuse toujours les autres de propager des fake news. Mais elles existent, les fake news. La question n'est pas de nier le fait qu'elles existent et qu'elles jouent un rôle stratégique important. Mais c'est la pointe de l'iceberg, si vous voulez. L'iceberg lui-même, c'est le fait qu'on vit dans des réalités d'information de plus en plus parallèles les unes aux autres, où même des faits réels sont pesés de façon différente et donc, en réalité, donnent une vision de la réalité et du monde qui est différente de chacun d'entre nous. Et pour percer ça, le travail du spin doctor et du communicant, il change un peu de nature par rapport au précédent. Ça devient beaucoup plus difficile. Alors, on va prendre 2 dernières petites questions avec de petites réponses, parce qu'il est déjà 8h15. Qui a le micro? Alors, monsieur, si vous voulez devant. Ah oui, bonjour. J'ai un micro, madame. Si ça ennuie personne. Vous avez un micro, je vous en prie. Vous avez le micro, c'est la parole. C'est le pouvoir, allez-y. Oui, alors justement, puisque vous parlez du... Alors Frédéric Pro, je suis un des nombreux présidents du MEDEF des territoires. Moi, c'est l'Essonne. Une question, est-ce que finalement, tous les politiques ne sont pas des prédateurs, quels qu'ils soient? En fait, l'objectif, c'est la recherche du pouvoir. Donc, ce sont des prédateurs. Par contre, ce qui fait la différence, c'est les outils qu'ils utilisent. Et est-ce que finalement la discussion n'est pas autour des outils? On va prendre un exemple simple. Vous n'avez pas parlé de la dernière guerre mondiale, mais la dernière guerre mondiale, un exemple simple, nous on avait fait la ligne Maginot, et Hitler, il a utilisé les chars. Donc, est-ce que vous ne croyez, il n'a pas utilisé le bon outil, est-ce que vous croyez que justement aujourd'hui,
c'est la guerre des outils, et avec des stratégies militaires, de la surprise, de la maîtrise de l'information, etc. Mais est-ce que vous croyez que c'est pas vraiment la guerre des outils plutôt que la guerre des hommes qui a toujours existé? Merci. Réponse courte, et après, madame pour la dernière. Oui, mais écoutez, alors là aussi, je suis assez d'accord avec vous. Alors, premièrement, tous les politiques sont des prédateurs. Oui, je pense en partie que oui. En plus, la politique, de toute façon, c'est... au fond, si on veut en avoir une vision noble, c'est l'activité qui sert aux gens pour ne pas s'entretuer. Hein. Elle est très très proche de la violence et de la guerre, c'est bien connu. Et donc les gens qui en font sont souvent des gens qui ont un peu une tendance et un goût de, je ne sais pas si de la violence, mais d'une certaine... Donc c'est plutôt ce caractère-là. Si j'avais le temps, je vous raconterais une anecdote amusante, mais on n'a pas le temps. Et donc, oui. Bien. Et donc, par contre, ce qui change, mais j'en ai un peu parlé justement par rapport, parce que le retour du prédateur, si vous voulez, très visible, c'est l'histoire de l'humanité, hein, et donc les classiques romains et l'histoire telle qu'elle se fait hein. Alors. Je ne vais pas forcément vous donner une réponse très précise, mais encore une fois, je pense que il n'y a pas de leader politique qui n'ait pas un instinct, je ne veux pas dire de prédation, mais de pouvoir, comme le disait le monsieur. Madame, dernière question. Levez-vous, je vous en prie. Je suis Rachel Kaplan, je fête ma 31e année en France, je suis chef d'entreprise et j'étais très frappée par l'image des Aztèques au début. Et j'ai voulu savoir, est-ce que vous connaissez des cellules à travers le Parlement européen ou Van der Leyen ou n'importe qui est en train d'adresser ce problème? Et est-ce que vous allez apporter votre message qui était très éloquent ce soir pour conseiller les gens et de faire ça d'une façon sous-jacente. Et je termine, c'était pas un accident que Jeffrey Goldberg était sur cette ligne de chat et il y a une guerre civile larvée à l'intérieur du Pentagone. Et si quelqu'un ne pense pas ça, ils sont endormis parce qu'ils ont limogé des Noirs et des femmes il y a un mois. Merci. Écoutez, oui, moi je pense qu'il y a des cellules, comme vous dites, hein, c'est-à-dire je pense qu'il y a, oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, à un niveau encore pas trop visible, s'activent et moi, de mon côté, je fais ce que je peux. Donc moi, ce que je sais faire, c'est écrire des livres. Et là, c'est ma première conversation à ce sujet, donc encore un peu brouillonne et confuse. Mais je vais essayer effectivement d'affiner l'argument pour qu'il puisse produire un impact. Parce que ce qui est vrai, c'est que vous savez, si vous voulez faire de la réflexion philosophique, il y a des sujets qui sont plus passionnants et des livres plus passionnants à lire et à écrire. Donc moi, je pense qu'une réflexion de ce type, elle est intéressante si elle produit un impact. Sinon, c'est pas intéressant. Vous avez été parfait, pas du tout brouillon. Avant de céder le micro pour le mot de la fin à Patrick Martin, donc je vous conseille vivement de lire L'heure des prédateurs. Vraiment, c'est un livre extraordinaire. Si vous n'avez pas lu les précédents, faites de même. Merci beaucoup, Giuliano D'Ampoli. C'était super, je pense. Et donc très brièvement, je voudrais bien sûr en votre nom à tous remercier infiniment Giuliano. Et puis pour qui ne l'aurait pas perçu, cet entretien et d'autres à venir s'inscrivent dans cette stratégie, parce que nous aussi nous avons des stratégies non prédatrices que nous assumons, que j'assume totalement, c'est-à-dire que le MEDEF, bien sûr, soit solide sur ses appuis, sur ses fondamentaux qui sont importants. Je parle évidemment du social, de l'économique, de l'environnemental qui devient chaque jour un peu plus important, du fiscal, mais que notre parti pris, c'est dans un débat d'idées qui nous paraît parfois très confus, parfois très
orientés, parfois très parcellaires, eh bien, à notre place, et je le redis, sans jamais perdre de vue nos fondamentaux, c'est-à-dire la défense des entreprises, mais on veut contribuer auprès de nos adhérents, bien sûr, mais plus généralement à une forme de prise de conscience pour que le plus possible nous prenions des décisions éclairées. Voilà, merci.